Let's roll. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Polydomso. Hello. Alors aujourd'hui, on est en direct sur Twitch. On va parler de Deontay Wilder contre Tyson Fury number 3. Swear. Bon, on l'attendait, je ne sais pas si on l'attendait, mais ce combat il a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. D'un côté... D'ailleurs, la carte, elle est folle. Elle est folle, cette carte. C'est rare. Je coupe la politesse, je tranche la politesse avec Guillaume qui présente habituellement, parce qu'il faut le dire, faut regarder cet event. La carte est folle, surtout pour la catégorie des lourds. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de mémoire. Je sais qu'il y a Ajakba et Sanchez qui vont combattre sur cette carte. Ça, c'est un truc que j'attends. Il y a aussi Konaki contre Elenius. Elenius, exactement. Deuxième. Donc pour cette catégorie des lourds qui reprend justement du poil de la bête et de la vigueur, là il y a quand même pas mal de rencontres, mais il y a pas que ça, il y a d'autres combats sur cette carte qui valent le coup d'être vus. Absolument, donc monstrueuse. À l'origine, le combat devait avoir lieu le 24 juillet, finalement reporté pour cause de coronavirus chez Tyson Fury. Tyson Fury, le Gypsy King, bilan de 30-0-1 en carrière, 1-1 comme le match nul qu'il a eu contre Deontay Wilder lors du premier combat. Désormais, donc Tyson Fury est champion du monde WBC. De l'autre, Deontay Wilder, 42-1-1, seule défaite face à Tyson Fury, mais Deontay Wilder qui a toujours de solides arguments, à savoir qu'il a mis knockdown tous ses adversaires. Et donc Polydomson, on se pose la question, est-ce que Deontay Wilder peut le faire tout simplement? Il a changé d'entraîneur, il a quasiment tout changé, on nous dit qu'il va plus viser le corps cette fois-ci, qu'il va pratiquement changer. Bon, à 36 piges, est-ce possible? Non, mais enfin, je veux dire, quand t'es avec un profil comme celui de Deontay Wilder, il faut jamais compter ça, je veux dire, l'écarter définitivement de l'équation. La difficulté, vraiment, c'est pas tellement sur est-ce qu'il est possible qu'il batte Tyson Fury, c'est plus sur est-ce qu'il est possible qu'il révolutionne complètement son style. Et on pourrait penser que l'un est la condition nécessaire pour la réalisation de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il change absolument de style pour battre Fury. J'aurais tendance à être d'accord avec le fait que il maximiserait ses chances s'il changeait de style. Néanmoins, tout peut arriver à ce niveau-là. Je veux dire, ce serait préférable pour lui s'il adoptait un game plan plus approprié pour affronter Tyson Fury, qu'il fasse autre chose que dans le deuxième combat. Mais malgré tout, même s'il arrivait en fait avec peut-être pas le meilleur game plan, peut-être pas la meilleure préparation, ce serait toujours possible qu'il gagne. Je veux dire, les chances seraient moindres évidemment, et qu'on me comprenne bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as le pouvoir de KO, l'athlétisme, et surtout dans la catégorie des lourds, cette possibilité, on peut jamais la retirer en fait. C'est ça qui convient vraiment d'appuyer, et surtout quand t'es avec un mec comme avec des acteurs comme Tyson Fury et Deontay Wilder qui sont tous les deux assez imprévisibles en fait. Deontay Wilder, il est toujours au top de sa préparation. Moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Deontay Wilder, sur son style de boxe, sur le fait qu'il n'est pas vraiment complet, que c'est un hyper spécialiste, que pour les puristes de la boxe, c'est même un mauvais boxeur. Mais je pense que ceux qui disent ça, franchement, ils sont trop snobs parce que les résultats sont là. En réalité, on peut pas dire décemment que Deontay Wilder est un mauvais boxeur. Il a les résultats. C'est un boxeur incomplet, ça je suis d'accord. Peut-être très très spécialisé et peut-être très unilatéral dans sa façon de faire, unidimensionnel plutôt, mais c'est pas un mauvais boxeur. De son côté, et d'ailleurs, ce que je voulais dire pour recouper avec l'idée que j'avais évoquée plus tôt, c'est que il est toujours en revanche au niveau de sa préparation physique, il est toujours impeccable. Il y a jamais un moment donné, quoi qu'il dise, quoi qu'il ait dit par exemple sur son dernier combat contre Tyson Fury, je pense qu'il était préparé physiquement, c'est juste qu'il s'attendait pas à se faire mettre la pression, et c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant de subir la pression que de la mettre en réalité. D'avancer dans le ring, c'est moins fatigant que de reculer. D'ailleurs, tout ce qu'il a dit, Polydomso, je me permets juste de te couper là-dessus, tout ce qu'il a dit sur Tyson Fury, et là, qui confirme c'est un tricheur, son armure, pour toi, est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dessus, ou ça reste des fantaisies de la part de Deontay Wilder?
Alors, je vais faire une réponse de jésuite. Je pense que c'est vrai pour Wilder, parce que je pense que il y a une part de sincérité là-dedans. Que c'est pas, il y a de l'excuse hein, aussi. Il y a de la grosse excuse. Je pense que notamment toutes ces accusations de tricherie, et de rembourrage de gants, les gars qui pensaient vraiment ça, franchement. Faut arrêter de regarder la boxe. Hein. Clairement, là, je vais être méchant avec vous, mais là, j'en ai marre. J'ai lu tellement de conneries là-dessus. Si vous voyez, il y avait les hommes du coin de Deontay Wilder qui ont assisté à la mise de gants, hein, je veux dire, qui étaient dans le vestiaire. C'est comme ça que ça se produit. Hein. C'est pas magiquement qu'ils ont rembourré en allant jusqu'au ring. Il faut arrêter les conneries. Et si le gant avait l'air un peu distendu, c'est parce que justement. Tyson Fury a une tendance à gifler avec le gant plutôt qu'à frapper avec le poing vraiment fermé. Il suffit par exemple d'ouvrir un peu la main dans le gant. Un autre boxeur qui faisait ça beaucoup, c'était Mohamed Ali, et ça se voit. T'as l'impression plutôt que le coup est fouetté, mais c'est, je veux dire, c'est pas de la triche, c'est une technique, c'est un compromis que tu peux faire. Quand tu fermes vraiment le poing, tu vas avoir une frappe plus lourde. Quand tu l'ouvres un peu et que tu gifles, tu vas avoir une frappe un peu plus imprévisible, mais tu vas perdre un peu en pouvoir et en poids dans ton coup. Donc c'est un compromis que tu fais quand tu es un boxeur, et tout bon boxeur qui se respecte sait faire la distinction entre un coup qui est giflé et un coup qui est porté avec poids. Et d'ailleurs, les grands spécialistes du jab, que tu prends Larry Holmes, que tu prends Foreman, que tu prends Foreman avait un très bon jab d'ailleurs, assez Côté. sous-côté, sous-côté, ou Liston, il savait faire les deux, quoi. Il savait gifler du jab ou frapper du jab, quoi. Et ça, c'est ça. Donc les gars, la théorie là du gant, s'il vous plaît. Non mais franchement, oubliez à tout jamais. Donc ça, pour moi, ça c'est de la merde. Ça, ce truc de cette accusation de tricherie, ça a été d'ailleurs, je pense, véhiculé par beaucoup de gens pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à mon avis, ne connaissent pas très bien cette question et ne savent pas tellement comment se déroule un match de boxe, qui ont pu peut-être croire naïvement les propos de Wilder sur cette triche, mais tu as aussi beaucoup de gens qui savent très bien que c'était pas de la triche et qui l'ont fait pour des raisons, enfin qui ont véhiculé cette fake news pour Pour la une fake news. trilogie. Ouais, pour la trilogie, même pour des raisons idéologiques de fanboyisme, quoi. Il y a des gens, ils ne supportaient pas de voir Deontay Wilder perdre de cette manière, et ils ont véhiculé cette fausse idée. Après, pour la question de, est-ce que Wilder, c'est pour ça que je dis que c'est faux dans l'absolu, mais peut-être pour Wilder, il y a une part de vrai, c'est que je pense que, et ça, c'est mon deuxième point qui ne remet pas en question ce que j'ai dit d'avant sur la question de la tricherie. Mais je pense qu'un mec comme Wilder, il est persuadé, en tout cas jusqu'à son combat contre Tyson Fury, qu'il est invincible. Ce mec-là, il a dû se mettre dans le crâne, et ça a dû être confirmé avec tous les combats qu'il a gagnés depuis qu'il est passé en pro, qu'en fait, il était invulnérable. Et ça se voit, en fait, à sa manière de boxer, La notamment revanche contre Louis Ortiz. contre Luis Ortiz, tout à fait. Même son premier combat contre Luis Ortiz, où il se fait outboxer pendant tout le combat, et il lâche pas l'affaire. Il a une conviction, une force de conviction qui est très haute, et c'est une grosse qualité, mais c'est une qualité qui confine aussi à l'aveuglement, c'est-à-dire c'est à double tranchant, c'est-à-dire que je pense que dans la tête de Deontay Wilder, c'était pas possible qu'il perde, et du coup, comme il a perdu, parce que bon, bah, il a quand même perdu, et assez nettement perdu quand même, bah, il a dû trouver des raisons, tu vois, pour pouvoir continuer tu vois, à garder ce mythe qu'il a de lui-même. Et je pense qu'il y croit vraiment, tu vois. Enfin, en tout cas, pour partie, il y croit vraiment. Il y a des trucs, à mon avis, il sait lui-même que c'est de la merde. Mais le coup, tu vois, j'avais les jambes coupées, donc peut-être, tu sais, parce que justement, on lui a pas souvent mis la pression à Wilder, donc c'est peut-être la première fois qu'il ressentait, depuis qu'il est passé pro, cette sensation qui est horrible, hein. Tous ceux qui ont été dans un ring, qui ont fait un peu des combats et qui ont vécu cette sensation, c'est cauchemardesque, hein. Quand on n'a plus les jambes et qu'on peut plus se déplacer et qu'on est épuisé et que vraiment on a l'impression que chaque jambe pèse 100 kilos, c'est horrible comme sensation. Et s'il l'avait pas senti jusqu'à présent, il a dû chercher à comprendre pourquoi il l'avait senti, et plutôt que se dire bah je l'ai senti parce que Tyson Fury m'a mis la pression, parce que je ne sais pas boxer en reculant, il a dû se dire bah je sais pas, j'avais un costume qui était lourd, c'est peut-être ça, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut pas nier en fait la capacité d'autoconviction, d'auto-aveuglement, de déni en fait des gens, tu vois. Je pense qu'il y a pour part une partie qui est vraie, mais dans la psyché de Wilder, pas vrai dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est faux. Moi, à mon avis, le costume y est pour rien. La raison pour laquelle il était crevé, c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude de subir cette agression-là, et surtout de la manière dont Tyson Fury a mis ça en place, qui était pour moi une masterclass, tu vois, clairement.
Et en revanche, c'était vrai pour Wilder. En tout cas, en partie vrai. Je sais pas si les gens ont compris ce que je veux dire par là. Aussi, si, je pense que les gens ont bien évidemment compris. Mon cher Polydomso, on a vu un Tyson Fury différent. Lors de la revanche, il a dit qu'il allait mettre la pression, il a dit qu'il allait mettre KO Deontay Wilder. À la surprise générale, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Là, Deontay Wilder, il faut qu'il soit différent. Est-ce que pour toi, c'est possible qu'il change un petit peu? En tout cas, on a eu des éléments de réponse dans ce qu'ils ont communiqué, parce que bien évidemment, les cornermen, les entraîneurs et Deontay Wilder sur ses réseaux sociaux choisit ce qu'ils nous montrent, mais on a l'impression qu'il va être différent. En réalité, moi, c'est toujours très compliqué avec Deontay Wilder, parce que je pense que les gens qui l'entourent ont très bien perçu, en fait, ont vraiment perçu les manques et les faillites lors du deuxième combat. On va dire, toute personne qui a un petit background en boxe peut voir en fait quelles étaient les limites du jeu de Wilder. Et en réalité, ça fait des années que les gens ont vu quelles étaient les limites du jeu de Wilder. C'est juste que tant que ça n'avait pas été prouvé dans le ring, c'était facile d'écarter ça du poignet en disant oui, en théorie, c'est vrai que c'est peut-être, il est peut-être trop limité, peut-être qu'il attaque trop la tête, peut-être qu'il devrait varier, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il gagne les combats. Là, il a perdu le combat. Les gens ont pu voir en fait quelles avaient été les limites, parce que je pense pas qu'il ait touché proprement Fury plus de 10 fois lors du combat au niveau du visage. Dire vraiment proprement, j'entends pas les coups, tu sais, qui sont partiellement parés par l'épaule ou des trucs comme ça. Et sur un combat qui a duré quoi, 8 rounds, 9 rounds, c'est duré combien 7 rounds. 7 rounds. Ça fait quand même peu en fait en réalité, tandis que Fury lui a touché avec force volume Wilder. Donc il y avait un vrai problème, et le vrai problème, c'est qu'il était trop, en fait, il était trop prévisible, et juste le simple fait de rajouter un peu d'inattendu dans son jeu pourrait en fait recréer cette menace. Et pour ça, c'est vrai que ça fait des années qu'on le dit, mais varier les zones de frappe, utiliser plus souvent la feinte, les déplacements, c'est vrai qu'il faudrait que tu vois qu'il ait cette capacité-là, tu vois, de reculer. Mais là, pour le coup, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible d'apprendre ça en un an, quoi. C'est même en 2 ans, c'est pas possible. Surtout qu'il part vraiment de très très loin, en fait, Deontay Wilder. C'est pas comme les gens vont dire ouais, Joshua, il a appris à le faire entre le premier combat contre Andy Ruiz et le deuxième combat contre Andy Ruiz. Déjà, c'était exceptionnel ce qu'avait fait Anthony Joshua. C'est pour ça que les gens qui disent qu'Anthony Joshua est vraiment pas bon, pareil. Là, on a eu des réactions absolument hallucinantes à la suite du combat contre Usyk. C'est des gens, tu vois, c'est à l'emporte-pièce, c'est soit tout soit rien. Soit t'es vraiment la réincarnation de Mike Tyson, soit t'es une hype, et en fait t'es juste un produit marketing. Il y a pas de juste milieu avec la communauté boxe, c'est ça qui est génial, tu vois. En réalité, Joshua, c'est un bon boxeur, et la preuve, c'est qu'il a réussi en fait à apprendre quelque chose qui est très difficile à apprendre. Mais il ne partait pas de rien, Joshua. Il y avait des fondamentaux qu'il avait, tu vois, par exemple le fait qu'il ait toujours les pieds en dessous des épaules, qu'il ait une bonne position, qu'il se retrouve pas de face à ses adversaires. De face, j'entends carrément, tu vois, les 2 pieds collés, tu vois, en parallèle, comme si vous teniez droit devant un adversaire. Il se trouve jamais de cette position-là, Joshua. Tandis que Wilder, il y a plusieurs moments où même si ça marche, même dans les combats où il gagne, il y a des moments où il est complètement hors de sa position, soit parce qu'il est trop engagé sur un coup, soit parce qu'il n'est pas bien placé par rapport à l'adversaire. Et déjà, tout ça, faudrait le réapprendre, en fait. Comment se tenir en boxe par rapport à son adversaire. Alors, le réapprendre, c'est toujours délicat, parce que c'est aussi pour cette raison qu'il gagne aussi, Wilder. C'est parce qu'il est complètement à côté, complètement awkward, complètement peu orthodoxe. Donc, il y a beaucoup de combattants qui le déstabilisent comme ça. Le truc, c'est que quand l'adversaire a un peu de sang-froid et exploite ça, il se fait exploiter. Et d'ailleurs, il s'était fait exploiter cette absence de capacité de déplacement et de footwork par Ortiz, par Szpilka, par Fury. Enfin, il y en a plusieurs à avoir exploité le truc. Il y avait vraiment Fury qui a vraiment exploité encore mieux. Mais même avant, il y avait déjà eu des signes annonciateurs. Donc, réapprendre ça, plus réapprendre, ce qui est vraiment difficile, à boxer en reculant et à se déplacer, à faire des déplacements latéraux, à évoluer dans le ring, façon Willy Pastrano ou Willy Pep, j'y crois pas. Tu vois, moi je pense pas que ce soit possible d'apprendre ça. En revanche, il a pas besoin de se métamorphoser en Larry Holmes. Tu vois, il faut juste qu'il rajoute quelques trucs
dans son arsenal pour rééquilibrer le match. Et donc quoi exactement? Bah bon, déjà les variations au corps pour moi c'est nécessaire parce qu'il y avait trop de moments. Ils ont insisté là-dessus d'ailleurs là sa nouvelle équipe là. C'est clair, on voit, il s'entraîne avec Malik Scott, qui ancien à mon adversaire. Avis, ancien adversaire, qui a l'air d'être de ce qu'on en voit, parce qu'encore une fois, moi, on voit des images promotionnelles, hein, on voit pas comment il s'entraîne au quotidien, mais ce qu'on a l'impression qu'il le fait travailler. Moi déjà, je trouve qu'il y a une progression. Alors toujours à prendre avec des pincettes parce que les vidéos comme ça où on tape sur des PAO ou sur des pattes d'ours, c'est facile d'avoir l'air cool sur des pattes d'ours. Pour rappel, hein, Randa Rousey avait l'air vraiment performante sur des pattes d'ours et on peut pas dire que son niveau d'anglaise était particulièrement transcendant. Donc ça a l'air d'être cool. Malik Scott a l'air de lui faire travailler ses déplacements, a eu l'air de lui faire travailler sa position dans le ring et a eu l'air de le faire travailler en variation de niveau. Si franchement ça c'est révélateur de son entraînement général, moi je trouve ça très intéressant. Et j'aurais même tendance à dire que Malik Scott a l'air d'être un meilleur entraîneur qu'un combattant, quoi. C'est donc s'il arrive à lui parler et à lui faire envisager que bah, juste le bras arrière au niveau du visage c'est pas l'alpha et l'oméga de la boxe anglaise, ça pourrait être une énorme avancée. Le problème, et franchement moi c'est un peu le truc qui m'inquiète pour Wilder, c'est que ça aurait été bien qu'il ait un combat entre les deux. Que passer directement en rematch contre un an et demi plus tard en plus. Tyson Fury, même si t'as appris, mais tout ce côté théorique, c'est très bien, mais il faut l'appliquer dans le ring. Mais il y a un monde. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'honnêtement, à part Tyson Fury, Usyk peut-être aujourd'hui, à la rigueur, peut-être en dire oui, tu vois, mais je pense que sinon, tout le monde, avec le Wilder qu'on a connu, se fait mettre KO. C'est vrai, mais ça t'empêche pas de bosser d'une certaine manière. Je pense que il y a beaucoup de KO qu'il a obtenu dans la difficulté, Wilder. Et qu'il n'aurait pas dû obtenir dans la difficulté. Un mec comme Spilka, il l'éteint avec un contre, je sais plus dans quel round c'est, mais il perd le combat, quoi, avant. Et normalement, il est pas censé, en tant que champion du monde, perdre le combat, se faire battre par un mec. À l'époque, je crois qu'en plus, le mec sortait d'un KO contre Brian Jennings. Donc, c'était un bon boxeur européen, mais il n'était pas au même niveau en termes de classement et enfin il aurait pas dû lui poser de difficultés en fait ce boxeur là en fait et il a galéré et en fait je pense que s'il avait refait un combat et qu'il avait pu faire ses armes comme ça, non seulement il aurait gagné, mais en plus de ça il aurait gagné beaucoup plus facilement qu'avant et peut-être que ça lui aurait fait prendre conscience de quelque chose, c'est que certes c'est bien quand il est imprévisible, quand il t'endort, quand il explose sur son 1-2, mais c'est aussi pas mal s'il commence à varier les niveaux, s'il commence à boxer de manière disciplinée, tu vois. Donc j'aurais bien aimé qu'il expérimente ça avant dans le ring parce que là en fait même il l'aura fait, je pense avec ses sparring, il l'aura fait aussi avec Malik Scott, il va pas arriver complètement vierge de ce travail-là, mais il y a quand même un monde entre ce que tu appliques en conditions réelles et ce que tu appliques dans la salle d'entraînement. Vraiment, ça n'a rien à voir. Pour vous faire une comparaison, c'est comme si je vous disais de marcher sur une bande de 10 cm d'épaisseur. Si vous marchez comme ça sur une bande que je vais vous tracer au sol, vous allez y arriver sans problème. Si en revanche je vous demande de traverser un vide de 30 mètres de haut avec la même épaisseur en marchant sur une poutre de la même épaisseur, vous allez galérer, vous allez vous chier dessus. Bah, c'est pareil en fait. Faire le truc à la salle, faire le truc avec un sparring dans un gym fermé et tout, il n'y a pas de problème. Mais le faire avec du public, face à un adversaire en plus qui sait très bien boxer, qui vient pour te mettre KO, qui vient pas juste pour te faire progresser, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. L'autre truc moi, ce qui m'inquiète quand même avec Deontay Wilder concernant ses progrès potentiels, c'est qu'au regard de sa réaction après sa première défaite, j'ai un peu peur, peut-être qu'il soit entouré de yes men, tu vois. Et que le mec qui va le mettre face à ses... Donc là, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Poidomso sur ce qu'on voit, c'est très encourageant, mais est-ce qu'il y a un des gars qui l'accompagne qui peut vraiment lui dire, là, faut radicalement changer, faut adopter quelque chose de différent, sinon ce mec peut potentiellement dégager, tu vois. Et ça, c'est un des gros problèmes de la boxe en général. Hein. Ce qui peut être dit de Wilder peut être dit de beaucoup de combattants qui à un moment donné atteignent un stade, tu vois, de célébrité et qui ont un entourage finalement qui n'est pas un entourage sportif, mais plus un entourage médiatique. Il est arrivé la même chose à Mike Tyson quand même, hein, pour mémoire et même pour plein d'autres. Et je crois que c'est Lennox Lewis qui disait qu'il y avait une citation que je trouve assez bonne qui a dit faut s'entourer de gens qui recherchent la vérité dans la salle
parce que si tu fuis la vérité dans la salle, la vérité te retrouvera le jour du combat, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, parce que un combattant, on peut pas attendre de lui qu'il soit pas purement rationnel. Il faut qu'il ait cette folie, ce fanatisme, cette croyance en lui-même qui le distingue du commun des mortels. Les gens qui s'imaginent qu'un combattant doit réfléchir comme eux, ils sont complètement à côté de la plaque. Pour choisir cette vie-là où tu vas prendre des coups dans la gueule et tu vas en mettre et que ça va être ton gagne-pain, il faut avoir une disposition mentale qui est complètement différente de Monsieur Tout le Monde en fait. Donc on s'attend à ce que ce soit ton entourage qui fasse office de garde-fou en fait. Et c'est vrai, surtout dans le deuxième combat, la réaction a posteriori de Deontay Wilder était assez inquiétante parce qu'il me semble qu'il avait lourdé le mec qui avait jeté Complètement. la serviette pendant le combat. Et moi, si j'avais été Wilder ou si j'avais été un pote de Wilder, j'aurais dit, mec, en réalité, ce gars-là, non seulement tu dois le garder, mais tu dois l'augmenter parce que c'est le seul qui a eu une approche, on va dire, réaliste de ce qui était en train de se passer, à savoir que tu étais en train de te faire torcher la gueule, mec. Et ça, c'est pas agréable de l'entendre. J'entends, tu vois, mais c'est la vérité. Et il y a que comme ça que tu progresses, tu vois. Et je sais pas, ça pour le coup, on peut pas dire, tu vois. C'est un risque. J'ai un peu peur, mais maintenant, j'ai l'impression quand même que Malik Scott a l'air de la. Peut-être il lui a pas dit comme ça, il lui a pas dit que tu étais en train de te faire torcher la gueule, mais peut-être qu'il lui a dit de manière un peu plus détournée, travaille différemment si tu veux plus de résultats et tout. Donc j'ai l'impression quand même que le fait d'avoir pris Malik Scott, ça va dans le bon sens. Maintenant, tant qu'on n'a pas le combat, on peut pas avoir la réponse. Moi, je sais pas. Hein, je veux dire, là, ça fait partie des inconnus de ce combat-là. Et l'autre inconnu qu'on peut avoir, parce que là, on a beaucoup parlé de Deontay Wilder, c'est l'état de forme dans lequel va arriver Tyson Fury aussi. Ça, on va en parler de Tyson Fury Polydomso. Avant ça, Haywire qui nous dit que c'était Mark Breland, le coach, qui s'est fait lourder par Deontay Wilder. Et oui, parlons de Tyson Fury. Tyson Fury qui a chopé le coronavirus quelques semaines seulement avant la trilogie. Déjà, ça, pour moi, c'est quand même un indicateur du sérieux, même si, vous savez, tout le monde peut attraper le Covid, mais quand vous êtes à quelques semaines seulement du combat le plus important de votre carrière, le fait qu'il y ait une fuite comme ça, de voir Tyson Fury qui fasse la fête aussi avec la team Canelo, la team Canelo, non, il était présent à Canelo Alvarez, Billy Joe Saunders, mais je veux dire qu'il soit dans torse-poil, tranquillou, en train de signer des autographes avec n'importe qui aux abords du stade, c'est pas forcément des bons indicateurs concernant le sérieux avec lequel il prépare cette trilogie, même si c'est vrai que Tyson Fury nous a surpris par le passé. Ouais, non, c'est clair. Moi, personnellement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Tyson Fury, même sortant de 2 ans de chaos total et avec peut-être 2 combats de chauffe avant, il a quand même, je pense qu'il aurait dû gagner le premier combat contre Deontay Wilder. Il s'est quand même fait escamoter l'égalité à cause des knockdowns, mais en réalité, même si tu mets 18 sur les 2 rounds et que tu donnes 2 autres rounds en étant très généreux à Wilder, normalement Wilder il perdait le combat. Donc même en prenant la pire version de Tyson Fury, parce que pour moi c'est une des pires, tu vois, enfin il était quand même assez, même s'il était très bon techniquement, je pense qu'il n'était pas complètement revenu à son plein potentiel en fait de ces 2 années, parce que 2 années quand t'es en poids lourd et tout c'est énorme en fait, hein, ce que tu prends quand même en termes de ring rust et de perte d'habitude. Donc en n'ayant pas le meilleur game plan et en n'étant pas le plus affûté possible, il avait déjà battu Wilder à mon sens. D'un combat beaucoup plus serré, on est d'accord, mais il avait déjà battu. Quand il est arrivé au top de sa forme, et je pense aussi investi d'une mission, et c'est ça qui m'inquiète plus, moi, c'est plus sur la motivation en fait de Tyson Fury plutôt que son état physique, parce que comme je l'ai dit, même dans un état qui est pas le meilleur, il avait été déjà capable d'écarter la menace Wilder, tu vois. Là, le truc, c'est que auquel le premier combat était serré et c'était pas un très bon Tyson Fury, le deuxième combat, je pense que c'était un des meilleurs Tyson Fury qu'on ait jamais vu en fait. Très, très honnêtement. Le mec, il était dans la zone ce soir-là. Il y a des combattants comme ça hein, qui ont pas tout le temps le même niveau. Et c'est vrai que Tyson Fury, même s'il a tout le temps gagné ses combats, il y a des moments où il a été complaisant. Hein. Il y a des moments où il était, ça avait été compliqué. Otto Wallin, son premier combat contre Chisora, le combat contre Stephen Cunningham. Enfin, il y a plusieurs moments. Enfin, c'est pas un combattant régulier. Il est régulier dans les résultats parce qu'il gagne. Mais en réalité, quand tu regardes les combats, il y a des moments où il gagne, mais c'est poussif. C'est pas qu'il galère, tu vois. On va pas réécrire l'histoire, mais c'est pas aussi impressionnant que ce combat contre Deontay Wilder, le deuxième combat, où là pour le coup c'est sans appel, quoi. C'est sans appel. Et donc on sait jamais en fait dans quel état mental il va arriver. Et j'ai l'impression que
Bon, pareil, encore une fois, on le saura que quand on verra le combat, ça. Mais de ce que j'ai l'impression, ce qu'il en ressort, en fait, un petit peu des différentes péripéties qui précèdent ce combat, c'est qu'en fait, il voulait le combat contre Joshua. Ce combat n'a pas eu lieu. Ça le saoule un peu d'avoir à refaire un combat contre Wilder parce qu'il est passé à autre chose. Que je veux dire, les gars, en réalité, je le comprends parce que moi personnellement, ça m'intéresse parce que c'est drôle comme combat parce que c'est vraiment des styles très très opposés. Mais pour l'avancement de la catégorie des lourds, pour moi, je trouve que ça fait un peu du surplace parce qu'en fait, en réalité, il l'a battu 2 fois. Il y a des gens, ils vont hurler, hein, ils m'entendent là, ils vont hurler, ils vont dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte, Paul Williams, il dit de la merde et tout. Quand même, hein, les gars. Hein, la première fois, je veux bien que c'était serré, mais la deuxième fois, c'était clair et net. Donc, je me mets à sa place, un mec qui fonctionne un peu au challenge et qui fonctionne un peu genre. Qui a déjà sa feuille de route pour la suite de sa carrière d'ailleurs. Hein. Il se voit pas continuer, je crois, plus de 2-3 ans après Wilder. C'est clair, et puis surtout, je pense que c'est un mec qui a un peu l'esprit, de contradiction, quoi. Genre, tu dis ah, vous pensez que j'en suis pas capable, bah bam, j'en suis capable, tu vois. Vous pensez que je vais pas battre Klitschko chez lui, bim, je le bats, tu vois. Vous pensez que je vais pas revenir de 2 ans de fête ininterrompue, bah voilà, je vous bats Wilder en revenant de ce hiatus là, quoi. Et là, je me dis que le challenge, on a pas vraiment tout le monde. Alors, je pense qu'il est archi favori pour ce combat. Honnêtement, hein, je sais pas quels sont les odds, les pronostics, mais je pense quand même que largement favori, je vais regarder. Ouais, il est très très largement favori à mon avis. Hein. Mais c'est alors, ouais, c'est donc il est à moins 325 Tyson Fury, Wilder plus 230. Je m'attendais à ce que ce soit plus largement en faveur de Fury, ouais. C'est pas énorme, ouais, effectivement, c'est étrange. Bah, peut-être que les gens ont justement pris en compte le fait que il y a le coronavirus, il y a eu le fait qu'il n'ait pas recombattu depuis, qu'il soit pas dirigé vers ça. Mais très honnêtement, si tu montres le deuxième combat à quelqu'un et que tu lui dis ils vont se réaffronter, sur lequel tu paries, je veux dire 9 personnes sur 10 vont parier sur Tyson Fury, ça c'est évident. Donc voilà, c'est pour ça que je suis inquiet en fait de la motivation qu'il va avoir. Inquiet aussi parce que ça va être très confortable pour lui de se dire je vais refaire la même chose que dans le deuxième combat. Ouais. Et dans ce genre de circonstances et de disposition mentale, quand tu te dis c'est bon, j'ai déjà la solution, on va refaire la même chose, c'est généralement là où tu peux faire une erreur parce que surtout en plus l'autre personne peut s'adapter en face. Mais pour toi, il doit faire pareil? Bah, c'est-à-dire qu'il doit quand même faire gaffe. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il soit vraiment au taquet sur les premiers rounds pour voir ce qu'apporte Wilder. Si Wilder nous refait une ressucée du deuxième combat et qu'il n'a pas vraiment changé son approche, là, effectivement, il aurait tort de se priver du même game plan parce que je pense que ça fonctionnera tout pareil. Si en revanche, s'il y a des modifications, si Wilder est un peu plus habile, un peu plus malin et plus dangereux, bah, il faudra qu'il trouve quelque chose de quoi s'adapter. Si par exemple Wilder commence à contrer au corps, à faire à essayer de rentrer dans une guerre d'attrition parce que de toute façon Fury va venir vers lui et il pourrait très bien prendre pour partie peut-être d'accepter de prendre un jab pour contrer au corps, faire un échange comme ça où finalement à terme sur les derniers rounds il équilibrerait l'affrontement pour ensuite à la fin peut-être déclencher son bras arrière au niveau du visage. Là faudrait que Tyson Fury trouve une solution, tu vois. Peut-être en multipliant les feintes pour dissimuler son approche. Parce que c'est vrai que un truc que j'ai pas évoqué, mais dans le deuxième combat, Tyson Fury, qui a d'habitude toujours un travail de feinte et de désamorçage, il y a des moments où là il rentrait dedans en mode camion 30 tonnes quoi. C'est ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il a dit, ouais. Faisait pas trop d'efforts, tu vois. Parce qu'il justement, en fait, il voyait venir les coups. Il y avait tout ce travail, tu sais, de contrôle des bras avec les mains, en fait, de Deontay Wilder, tu vois, de blocage, on appelle le framing en anglais, tu vois, c'est-à-dire de cadrer, de bloquer, en fait, de couvrir avec ses propres mains pour désamorcer. Parce qu'il savait que ça venait en ligne haute. Et dans ce cas-là, tu vois, le travail de parade face à un adversaire qui feinte pas et qui tape tout le temps dans la même zone, c'est très efficace. Mais en revanche, si la personne commence à varier les zones et à feinter un petit peu, bah là, ton travail de framing et tout ça, il devient beaucoup plus dangereux, en fait. Et là, peut-être que il va devoir faire un travail un peu plus de surprise et de
de feinte et de pièges et tout, enfin sophistiquer un peu plus son approche pour pouvoir justement mettre la pression. Il pourra pas mettre la pression en mode 40 tonnes, tu vois, qui avance sur son adversaire. Donc il va falloir qu'il fasse gaffe en fait. Je pense que juste il va devoir vraiment être très attentif sur les premiers rounds pour voir comment ça se présente. Et Polydomso, quelqu'un comme Tyson Fury qui était arrivé assez affûté, mine de rien, et hyper imposant lors de la revanche, 124 kilos Tyson Fury, Deontay Wilder qui lui avait pris du poids par rapport au premier combat, mais qui était quand même à 105 kilos. Est-ce que quelque part, quand il y a une telle différence de poids, c'est aussi extrêmement compliqué, d'autant plus que Tyson Fury a aussi une plus grande allonge que Deontay Wilder? Bah, là où je le vois vraiment la question du poids dans cette question-là, c'est plus sur tout le travail de clinch et d'accrochage où Fury est très bon là-dedans et d'ailleurs il l'a fait dans ce combat et je pense que c'est une des raisons qui ont un des facteurs qui a contribué à la perte d'endurance en fait de Deontay Wilder. C'était pas le costume, c'était Tyson Fury qui s'appuyait sur lui. Il y a beaucoup de moments pendant les accrochages où on le voyait, il avait ce travail-là et ça. Bah ça, c'est un truc, à mon avis, tu vois, tu peux vraiment pas faire grand-chose là-dessus. Il faut juste vraiment pas rester dans ces échanges-là. Il y a plusieurs moments où Wilder, il était peut-être un peu trop, comment dire, statique. Il subissait peut-être trop l'accrochage en fait de Fury. On n'est pas à l'abri que l'arbitre reçoivent des consignes d'ailleurs à ce niveau-là et qu'il y ait une séparation qui soit un peu plus rapide, un peu plus réactive de la part de l'arbitre parce que généralement surtout on va dire dans la boxe un peu plus moderne, un peu plus contemporaine, un peu plus récente, normalement les accrochages sont très limités et là c'est vrai que l'arbitre intervenait mais peut-être pas aussi prestement qu'habituellement. Si vous voulez voir un arbitre qui intervient enfin si vous voulez voir quand j'avais un exemple comme ça de match de boxe où il y avait un arbitre qui intervenait immédiatement à chaque fois qu'il y avait un micro-accrochage. Je pense que c'est il me semble de mémoire, mais que c'est le premier combat Gennady Golovkin contre Canelo Alvarez où dès qu'il y avait un accrochage, t'avais là, non, qui s'interposait et qui laissait pas travailler du tout, alors que en réalité, ça fait un peu partie aussi du travail de la boxe. Donc ça, c'est un aléa, mais qui est hors du combat. Après, je pense pas que le fait de prendre 20 kilos pour Deontay Wilder solutionne ça, parce que il sait pas travailler comme ça en fait, Deontay Wilder. Il a jamais vraiment travaillé de cette manière-là, tandis que Tyson Fury, ça fait partie du savoir-faire qu'il a, tu vois, de se reposer, d'accrocher un petit peu, de passer sous le bras pour passer l'uppercut et tout. Enfin, ça, c'est un truc que tu peux pas apprendre immédiatement. Enfin, tu peux pas l'apprendre comme ça en 7-8 mois, tu vois, c'est pas possible. Je pense qu'en fait, pour éviter ça, Deontay Wilder aurait intérêt à être plus mobile. Et pour être plus mobile, je pense qu'il même c'est avantageux pour lui qu'il perde un peu de poids. De toute façon, ça a jamais été On a toujours été à la limite des cruiserweight quasiment. Voilà, c'est ça. Il a jamais été très très lourd et il s'en moque parce que de toute façon, son légalisateur, c'est sa puissance de KO. Quand on a du punch comme ça, on s'en fout que tu fasses 120 ou 110 kilos. On n'est pas en MMA où c'est vraiment où là t'as un problème qui est quand même important quand t'es chez les lourds, c'est l'aspect lutte, l'aspect grappling, où effectivement avoir 15 kilos de différence, si l'autre sait s'en servir, c'est très compliqué. En boxe anglaise, le seul moment où vraiment ça peut jouer en ta défaveur, c'est ce côté clinch, accrochage. Et il y a aussi sur la frappe et sur le poids des coups. Mais si t'as le punch, de toute façon, t'as pas besoin de faire autant de kilos. Et d'ailleurs, Tyson Fury est un bon frappeur. Il fait mal quand il frappe, mais ça n'a jamais été vraiment un puncher non plus. Donc c'est pas. Je pense que il faut avoir conscience de ce que représente cet avantage en poids pour Fury. Ça, c'est clair que c'est un avantage pour tout cet aspect corps à corps. Mais comme on est en boxe et que tu peux, tu vois, compter un petit peu sur l'arbitre et tout pour qu'il sépare un peu de cette manière et que ça ne joue pas trop en ta défaveur, ça va, tu vois, c'est pas non plus là pour le coup. Je pense que l'important c'est moindre. Ok. Dans le cas de Wilder. Et j'aurais tendance à dire que Wilder, je pense que ce serait plus positif pour lui qu'il soit un peu moins lourd d'ailleurs, je pense. Parce que je me souvenais justement ce combat, c'était Andy Ruiz Anthony Joshua, où Joshua, qui a l'habitude d'être assez protégé, là, a été surpris lors du premier combat par tout le travail d'Andy Ruiz dans le clinch. Ah, il savait pas faire. Ouais. Et justement, là, pour le coup, l'arbitre avait laissé bosser. Alors que le deuxième, c'était différent.
Et voilà, alors c'est peut-être ce combat-là où justement l'arbitre il arrivait, tu vois, il y avait vraiment une consigne qui avait été passée, enfin une consigne. Non, mais en tout cas, on avait peut-être le coin avait appelé, interpellé sur le premier combat en disant ouais. Parce qu'en réalité, normalement, t'as pas le droit d'accrocher. Enfin, normalement, tu peux avoir, tu sais, c'est quand t'es encore à corps, tu peux, tu vois, te ceinturer et tout. Là, t'es censé arrêter, tu vois, t'es censé te séparer, mais t'as pas le droit, par exemple, de prendre la nuque et de frapper, ça c'est interdit, tu Et vois. puis les petites Mais guillotines tranquilles. et il le fait Tyson Fury, ça. Il y a plusieurs moments dans le deuxième combat où il l'a fait clairement, tu vois. Et ça, c'est vrai que bon, bah, en réalité, bah, tu vois, si j'étais dans le corner de Deontay Wilder, je militerais à mort en préambule du combat pour que ce soit clair, pour qu'il y ait une séparation. Un autre combat comme ça, historiquement, où ça a beaucoup joué, c'est dans la trilogie Frazier-Ali. Frazier, pendant tout le premier combat, avait pu rester dans cette mi-distance où il faisait son travail de bob and weave et de travail au corps, et ça avait très bien marché contre Ali. Lors du deuxième combat, Ali avait complètement nullifié cette stratégie en clinchant régulièrement, c'est-à-dire même en tenant vraiment la nuque de Frazier. Il avait honnêtement triché, hein, mais l'arbitre n'était pas intervenu, avait laissé pisser, il avait laissé couler, ce qui fait que le deuxième combat était passé un peu plus crème. Et dans le troisième combat, il y avait eu vraiment une consigne qui avait été, je pense, à mon avis, ça avait dû être dit, tu vois, et répété. Et là, en revanche, l'arbitre était au taquet. Et le troisième combat, on s'en souvient, c'est le infamous Freeline Manila, et ça a été c'était une épreuve de force pour les deux combattants et pour Mohamed Ali en particulier. Enfin, pour les deux, tu vois. Mais je veux dire, on aurait pu penser, compte tenu du deuxième combat, que le troisième combat soit encore plus facile pour Mohamed Ali. Et en réalité, le fait quand tu lui supprimes cette possibilité de repos en clinch et de tout, bah, ça a équilibré le combat. Et c'est vrai que si tu supprimes ça par rapport à Fury dans ce combat, et que Wilder est un peu plus mobile et qui frappe un peu au corps, là, on a un combat, hein. Là, on a un match, hein. Honnêtement, on a un match qui est beaucoup plus serré, je pense. Thrilla Manila qui a d'ailleurs fêté ses 46 ans il y a quelques jours, puisqu'il y a eu le 1er octobre 1975. Alors, les gars qui vous nous écoutez sur Twitch, c'est mandatory, c'est mandatoire pour le dire en français, c'est obligatoire. Vous allez le regarder, ce combat. Vous allez le regarder parce que c'est juste, pour moi, c'est peut-être le plus beau combat de la boxe poids lourd de tous les temps. Donc, faut le regarder, quoi. Et puis même pour l'impact culturel qu'il y a eu, et puis surtout sur l'impact pour les deux boxeurs à la fin. C'est clair. Et puis même en termes de niveau de compétition, enfin, je veux dire, c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est un niveau très très haut, chez les lourds. Donc, ouais, faut regarder ça. C'est encore mieux de regarder toute la trilogie, mais s'il y en a un à prendre en particulier, c'est le troisième. C'est le plus beau combat des trois, je pense, à mon sens. Et le premier qui est intéressant aussi, bah, première défaite de Mohamed Ali chez les professionnels. Évidemment, le premier est très intéressant, mais je pense que celui qui est le plus intense et le plus dramatique et le plus cinématographique d'une certaine manière, ça reste le troisième, avec en plus la fin qui est terrible avec si vous le regardez, je vous spoile pas. Oui, bon, non, mais je pense que les gens savent. Les gens connaissent le résultat, mais bon, pour la petite histoire, Frazier qui a l'œil, je sais plus quel œil fermé, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était déjà plus ou moins borgne en fait, Frazier depuis toute sa carrière, donc il est incapable de continuer. Et pour le dernier round, il veut y aller, mais c'est son corner qui lui dit non, on abandonne. Et de son côté, Mohamed Ali qui ne veut pas y aller. Le corner de Mohamed Ali qui arrive à le convaincre de pas y aller, finalement qui arrive à le convaincre d'y aller, il y va, il gagne et il s'effondre juste après. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, il aurait pu se passer mille choses. C'est-à-dire que s'ils y étaient allés, peut-être que Mohamed Ali se serait évanoui, peut-être que le combat aurait. Enfin, tu vois, c'est dramatique, quoi. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi, qu'un combat se soit joué finalement là pour le coup purement au mental et aussi à la relation des corners respectifs, parce que le mental Frazier l'avait. Mais c'est son corner qui l'a protégé finalement, qui a dit ah, non, on n'y va pas parce que là tu vas mourir en fait si tu y vas, tu vois. Et de l'autre côté, bah, Mohamed Ali voulait plus y aller, mais c'est le corner qui a dit non, il faut que tu y ailles parce que tu vas gagner si tu y vas. Tu vois, c'est assez intéressant justement à ce niveau-là. Les deux combattants étaient des opposés finalement. C'est yin et yang, hein, même au niveau de la personnalité et du style. C'est ça qui est marrant, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que les deux représentent deux choses complètement différentes dans la boxe. C'est deux personnalités radicalement différentes, même humainement. Et là, dans ce combat, dans ce troisième combat, à ce dernier round, se joue en fait un rapport inversé entre les deux, avec un boxeur qui veut y aller et son corner qui dit non, n'y va pas, et un boxeur qui veut plus y aller et le corner qui dit non, mais vas-y, tu vois. Et c'est vachement, enfin, je veux dire, en termes d'ironie de l'histoire, c'est quand même assez ouf.
Enfin, la légende de Mohamed Ali qui grandissait un petit peu plus. Peu d'Omso, on revient là aux actualités, donc Tyson Fury, Deontay Wilder, place au pronostic. Toudoudou. Alors, j'avais donné Wilder au premier combat, je m'étais trompé. J'avais donné Wilder au deuxième combat, je m'étais trompé. Alors, est-ce qu'il persiste et signe? Est-ce que statistiquement, là, je vais être bon, je vais être sur certains voient Wilder, hein, sur, quand on surfe sur le web, il y en a pas mal, sur le web, il y en a pas mal qui voient une victoire de Wilder par KO. Ben, moi, je comprends ça. Enfin, avec un mec comme Wilder, tu peux jamais dire non, c'est mort à 100%. Et en plus de ça, je pense que Wilder, il avait vraiment fait le pire combat possible. Alors, il s'était pas adapté en cours de route, il avait la pire des stratégies, toutes ses failles avaient été exposées. Donc c'est vrai que comme il part de vraiment tout en bas, on peut se dire bah s'il s'améliore et tout, et qu'en face le gars est pas à fond et pas concentré, ça peut se jouer. Moi, enfin la façon dont je vois les choses, c'est que si Wilder vient et nous refait une redite du deuxième combat, il part pour l'abattoir. Tu vois, je pense qu'il tiendra même pas. Il tiendra même pas 5 rounds, hein, comme ça, hein, je pense. Hein. J'espère juste vraiment que ces nouveaux coachs et que lui a quand même un peu compris ce qui s'était passé. C'est vrai, j'ai tellement peur qu'il reparte à faire la même chose. C'est terrible. Ouais, non mais c'est clair. Bon, après, même en faisant la même chose, il faut pas écarter l'éventualité qu'il y a peut-être un coup chanceux qui peut passer. Mais ça, c'est une chance sur 1 million, tu vois. Enfin, sur 1 million. On va peut-être se calmer. Une chance sur 1000, tu vois, que lors d'un accrochage, t'es peut-être un bras arrière qui passe et qui foudroie Tyson Fury, c'est une possibilité. Mais ce serait une chance sur 1000, quoi, tu vois. Et si en revanche, si c'est ça ton plan, c'est de te dire je vais gagner sur une chance sur 1000, c'est pas génial. Ça sent un peu le sapin cette affaire. Mais si en revanche il y va bien préparé, et je pense aussi il faut qu'en face Tyson Fury soit pas au taquet, parce que je pense que ça joue aussi. Je pense que même avec un bon game plan, même avec la bonne stratégie, si Tyson Fury est à fond, j'aurais tendance à pencher plutôt du côté de Tyson Fury. Bon alors le pronostic définitif, faut le pousser dans ce retranchement là. Alors. Ouais, bon bah je pense Tyson Fury. Je pense Tyson Fury par pareil arrêt, mais peut-être un peu plus tard. Je pense peut-être dixième round, honnêtement. Je serais pas surpris qu'il y ait peut-être même qu'il y ait du drama, tu vois, qu'il y ait peut-être un knockdown à un moment donné ou quelque chose comme ça. Je pense que sur les premiers rounds, je pense quand même que Wilder il aura fait des ajustements. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il a bien bossé et qu'il y croit, qu'il est à fond. C'est juste qu'il y a des niveaux en fait dans ce sport, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça et Tyson Fury, il y en a un actuellement. Et en fait, honnêtement, on se rend pas trop compte, on n'a pas trop de recul par rapport aux boxeurs qu'on a sous les yeux actuellement. Chez les lourds, là, on a quand même une chance incroyable. Beau, hein. C'est beau ce qui se passe. C'est beau parce qu'un mec comme Wilder, tu le replonges dans toutes les époques, à mon avis, il est dans le top 10 dans toutes les époques. Les mecs, ils vont hurler quand je dis ça. Genre, oh, comment est-ce qu'il ose dire ça? Je suis désolé, mais bon, faut se souvenir des mecs qui avaient dans le top 10. Hein, c'est clair. Mais surtout au niveau athlétique en plus. Hein. Là, on est vraiment, on a passé un cap qui est. Des mecs comme genre l'époque de Tyson, des mecs comme Trevor Berbick ou tout ça, ils étaient champions ces mecs-là. Attends, je pense Trevor Berbick, je pense qu'il se fait cartonner par Wilder. Tu vois, il y a même pas de doute possible. Tu vois. Et donc du coup, c'est pas une insulte de dire ça. Tu vois. Et Tyson Fury, je crois pas qu'il y ait eu un jour un lourd de ce gabarit-là qui sache faire ce qu'il fait, tu vois. C'est unique dans l'histoire de la boxe. Alors, c'est pas dire que, je suis pas en train de dire que c'est le plus grand de tous les temps, c'est pas ça que je dis ça, mais c'est juste que c'est un spécimen, il n'y a pas de précédent, en fait. Non, il y en a pas, tu vois, genre, Primo Carnera, Valouef, tous ces mecs-là, ils se déplaçaient pas de cette manière-là, ils avaient pas ce savoir-faire-là. Donc, ce gars est exceptionnel, et je pense que c'est pour ça qu'il va gagner, c'est parce que voilà, il y en a peut-être un par génération. Et surtout qu'on parle d'un mec quand même, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour moi, donc je vois aussi une victoire de Tyson Fury par KO. Aussi, il a goûté au knockdown de l'espace et il s'est quand même relevé. Certes, oui, il y a eu plus que les fameuses 10 secondes, bien évidemment, c'est la boxe anglaise, surtout pour un combat de cette importance-là, mais dans ce combat, il se prend quand même le bras arrière, et ensuite il enchaîne avec un nouveau coup, alors qu'il est en train de s'effondrer au sol. Et il est quand même revenu, et bien revenu. Donc tu vois, rien que ça, compliqué pour Wilder. Bon, alors, du coup, je l'ai fait porter la poisse à Tyson Fury, parce que je me suis planté sur tous mes pronos dans ces trucs-là, mais je pense très honnêtement qu'on a affaire à quelqu'un il va relever la malédiction. Je pense qu'il est exceptionnel, ce mec-là. Et c'est vrai que maintenant, tu vois ça, tu vois ce mec-là, tu vois Usyk,
Enfin, on a quand même une chance incroyable hein, au niveau des boxeurs. Et Wilder aussi est excellent. Et Joshua aussi est excellent. Et puis Ruiz, non, il y a du monde. Hein. Ruiz aussi est excellent. Il y a beaucoup de gens très très bons là. Je pense Ortiz que là, qui est toujours là aussi. Non, mais il y a du monde. Hein. Non, mais et puis sans compter les gens qui arrivent, qui viennent chez les lourds, là, on est gâté. On est gâté. Il y a eu des périodes beaucoup plus pauvres en fait en termes au niveau. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, hein, l'ère Klitschko par exemple. Il y a 10 ans, même dans les années, je suis désolé, mais même dans les années 90, hein, il y a des gens ils vont pas être contents quand je dis ça parce qu'on touche à l'époque, à la sacro-sainte époque Mike Tyson, mais t'avais pas une telle profondeur de catégorie à cette époque-là. Quoi. C'est bon. Donc voilà, donc je pense que là il faut pas bouder son plaisir. On a affaire à un mec exceptionnel. Wilder, quand je dis qu'il est exceptionnel, je ne retire pas à Wilder ce qu'il est. Tu vois, Wilder est un très bon boxeur aussi, pas complet, pas académique certes, mais très bon boxeur aussi qui a eu du résultat. Peut-être un résultat amplifié. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de victoires que Wilder a eu. Concrètement, c'est vrai qu'on s'en tape. Il y avait peut-être en vrai, sur ces 41 de victoires, combien il y a de victoires déjà? 41 victoires. 41 victoires, t'as peut-être 20 combats qui ont aucune importance en fait. Oui. Et ça, les gars, ça peut être dit de beaucoup de boxeurs. Malheureusement, tu vois. Récemment, je regardais, il y a eu un. Même la plupart. Hein. Ouais, mais même généralement. Mais je regardais, c'était Tony Yoka qui, quand il a affronté Peter Milas, au même moment, il y avait Filip Perkovic qui combattait un gars. Qui était dans le 126e mondial, un truc comme ça. Ouais, mais surtout, attends, le mec, il était à 25 victoires, 0 défaite, je crois. Mais c'était vraiment du vent. C'est-à-dire que tu regardais les gars, ils avaient que des défaites. Enfin, les gars qui l'avaient battu, ce mec-là, ils avaient que des défaites chez BoxRec, quoi. Enfin, sur BoxRec, tu vois. C'était un pur produit, une pure construction. C'était une chimère. C'était juste pour dire, bah, regardez, on a un mec qui a 25 victoires et 0 défaite. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi dans la boxe, quoi. Donc, certes, ça peut être dit de Wilder, mais c'est un truc qui est, je veux dire, endémique à ce niveau-là dans la boxe. On peut le regretter. J'ai un peu peur que le MMA, pour faire une parenthèse, prenne cette voie-là à un moment donné parce que c'est une façon facile de faire du marketing. Hein. Les mecs, les experts en marketing, ils y connaissent rien en boxe, ils y connaissent rien en sport de combat. Eux, il leur faut des trucs clairs et nets de dire ouais, il a 40 victoires, 0 défaite, c'est simple. Là, tu vois, c'est rond, c'est propre. Tu peux dire ce que tu veux derrière, tu peux faire des gros titres et tout, tu vois. Mais ça veut pas dire grand-chose, tu vois, quand tu creuses vraiment. Et moi, en fait, je m'attache moins à ça. Et le fait qu'il ait perdu contre Tyson Fury ou qu'il aurait peut-être pu perdre contre Luis Ortiz et tout ça ne retire pas ses qualités en fait et les victoires qu'il a eues aussi qui comptent, celles contre des boxeurs qui étaient plutôt bons et tout. Donc non, moi je pense que il faut être un peu juste vis-à-vis de Joshua, vis-à-vis de Wilder, vis-à-vis de tous ces gens-là. Séparer le bon grain de l'ivraie. Certes, il y a des victoires qui sont un peu bidons, mais on s'en fout, tu vois, c'est pas ça qui compte. Il faut regarder ce qu'il fait dans le ring clairement. Et ce que fait dans le ring Wilder, alors ça peut faire hurler des puristes et hurler des profs de boxe, mais c'est marrant, quoi. Je veux dire, c'est exceptionnel qu'un mec. Et puis surtout qu'il a prouvé face à des très bons boxeurs. C'est ça, et il a réussi à le faire contre des mecs comme Luis Ortiz, deux fois, ou même mince, j'ai oublié. Aerola, tu vois, Aerola qui a fait un très beau combat contre Ruiz aussi. Enfin bref, donc du coup, il a été capable d'affronter des boxeurs qui étaient plutôt bons et d'appliquer cette stratégie. Et même contre contre Fury, ça a presque failli marcher. Donc voilà, c'est ça. C'est juste que je pense que là, il y a des, comme tu dirais, là je me répète, hein, mais je pense qu'il y a des niveaux et que là pour le coup, à moins que Fury vienne complètement en touriste, je pense que c'est devrait être Fury qui devrait l'emporter. Ouais. En tout cas, Deontay Wilder, qui a un mental absolument monstrueux, parce qu'on se souvient qu'il avait voulu affronter une nouvelle fois Luis Ortiz, alors que c'était le combat qui lui avait posé le plus de difficultés. Il n'avait pas besoin de l'affronter, il voulait le retrouver. Berman Steven, le premier homme à l'avoir amené à la décision, il a voulu le retrouver. Pareil, là, c'était terminé avec un chaos monstrueux. Ça dit Steven, je crois qu'il était à moitié en pré-retraite à ce moment-là, mais n'empêche. Et en co-main event, donc dans la nuit du 9 au 10, on a quand même un effet à Jacques contre Frank Sanchez. Avec Polydomso, on en avait parlé il y a quelques semaines hors podcast, et on était en mode c'est assez dingue, qui est Polydomso, là on parlait avec la période qu'on vit, mine de rien, chez les heavyweights qui est particulièrement intéressante. Là on a deux prospects qui s'affrontent pas pour des ceintures mondiales, dans un combat qui est absolument dangereux pour les deux.
Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Ça me fait penser au combat Joe Joyce Dubois quoi. C'est des combats, tu les attends pas vraiment ces combats. Normalement en boxe tu les vois pas hein, ces combats. Hein. C'est quand t'as des Pas mecs à ce comme ça qui niveau-là, ouais, c'est ça. pas à ce niveau-là. Et là à mon avis c'est parce que justement il y a un bouchon au niveau des ceintures et des détenteurs de ceintures et que du coup t'es obligé. Et encore une fois ça montre que la compétition est relevée en fait. Quand t'as 3 ou 4 gars qui sont bons dans une catégorie, tu peux faire patienter, tu peux faire durer le plaisir. Là, en fait, il y a trop de gens, il y a trop de mecs qui arrivent avec le couteau entre les dents et tu es obligé de les distinguer. Et Sanchez contre Ajagba, moi, honnêtement, je pense que ça va être très intéressant, hein, cette histoire-là. Hein. Ça va être un beau combat avec. C'est un peu une version. Les deux combats, ça n'a pas vraiment de rapport parce que les combattants sont, enfin, les boxeurs sont quand même différents, si tu veux. Mais ça me fait penser un peu à Luis Ortiz, Deontay Wilder, cette histoire. C'est un peu en termes d'opposition. Ajagba n'est pas Deontay Wilder, il est quand même plus complet, mais il a ce style un peu, tu sais, droit et un peu rigide et un peu première intention et un gros punch. Donc c'est pour ça que la comparaison peut être faite, toute proportion gardée évidemment. Et Sanchez, il est un peu plus mobile, un peu plus in and out et tout. Donc c'est vrai que bon, la comparaison s'arrête là si tu veux, mais moi je trouve ça intéressant quand même que des prospects comme ça s'affrontent. Surtout en plus, ouais, vas-y. ouais, ce que je dis, c'est que ça peut être pas mal aussi de voir ces mecs s'affronter en se demandant, bah, par exemple, quels vont être les prochains combats, ce que ça révèle, tu vois. Il y a eu un énorme, quand même, un coup de théâtre quand même assez imprévu avec la victoire d'Usyk. Donc ça redynamise, si tu veux, cette catégorie. Encore un peu plus. Un peu plus exactement. Là, en plus, non, mais c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est pour ça qu'il va falloir. Mais pareil, il y a Konaki. Elenius, la revanche, puisque Elenius, Elenius ouais, a infligé une première défaite à Konaki en carrière. c'était un peu un upset d'ailleurs cette C'est histoire. clair. Bah C'était complètement passé d'ailleurs. inaperçu, mais c'est vrai que Konaki. Bon, après Konaki, le truc c'est que pareil. Tu vois, j'aime bien parce que c'est des combattants qui sont très particuliers, quoi. Et Konaki, il a un gros problème de défense, je trouve, en anglaise. Mais je vous encourage à le regarder combattre, ce mec-là, parce que c'est délirant C'est clair. la fréquence de coups qu'il a pour un poids lourd. C'est hallucinant. Alors, certes, il n'est pas académique lui aussi, parce qu'il n'a presque pas de défense, presque pas de mouvement de tête. Il est très, très droit. Et je ne sais pas si ce style peut fonctionner à l'ère, tu vois, des gros, gros cogneurs comme Wilder ou comme Joshua ou même comme Ruiz et tous ces gens-là, tu vois, parce que c'est des gens qui cognent très très dur. Mais le côté, je sais pas combien de centaines de coups il fait par round, ce mec-là, mais c'est hallucinant, quoi. C'était contre Areola, ouais, que ça avait été assez dingue. Le choc. Areola, ou même contre le joueur de football américain, là, j'ai oublié, qui avait combattu Wilder aussi. Charles Martin Non, c'est pas Charles Martin, c'est... Oh, putain, j'ai oublié. Les gens verront de qui je parle. Gerald Washington. Voilà. Gerald Washington. En fait, le mec s'est pas rendu compte de la fréquence de coups parce qu'en fait, tu le sens en fait pendant le combat que Gerald Washington se dit, bah c'est une accélération, mais ça va s'arrêter parce que c'est au début du premier round. En fait, non, ça s'arrête pas. Le mec il continue d'enchaîner et tout, et il se fait zapper comme ça juste en termes de haute fréquence. Donc Konaki est impressionnant pour ça. Et bon, le problème, c'est qu'il s'est fait contrer par Elenius, qui est déjà un gros cogneur aussi. Je pense qu'il va gagner contre Elenius. Mais après, je sais pas jusqu'où ça va le porter, cette victoire va le porter. Mais j'adorerais voir un combat Ruiz-Konaki. Je serais très très heureux de voir ce combat-là. Ça me ferait vraiment marrer pour le coup. Et j'aime bien Konaki, j'aime bien, je te dis, j'aime bien ce style-là. C'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez les lourds. Généralement, les lourds, c'est pas les mecs les plus athlétiques ou les plus endurants qui soient. Donc d'avoir un swarmer, vraiment, c'est comme ça, c'est le terme. Hein, c'est vraiment le côté emblématique du swarmer, la figure en fait emblématique du swarmer. Comme ça chez les lourds, c'est intéressant. Et ben voilà. Vous avez toutes les clés du choc du week-end. Deontay Wilder, Tyson Fury, number 3 grâce à Mr. Polydom. So, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Et on prend déjà rendez-vous parce que oui, le 30 octobre prochain pour l'UFC 267, on vous prépare un podcast particulier sur une idée originale de Polydom. Attention, attention, ce sera un podcast pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude de nous écouter en audio. Faites un petit tour sur Twitch ou sur YouTube. Ça
Ça risque de valoir le coup. Ouais. Allez, à la prochaine. Allez.